Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux grands courants de la pensée économique. Donc après avoir vu les préclassiques, les classiques, on a les keynésiens, Keynes plutôt, avec les keynésiens, et ensuite on fera une dernière vidéo sur les monétaristes. Et après il y a d'autres courants mais qui sont des néoclassiques, des néo-keynésiens, des néolibéraux, donc c'est des réadaptations à la situation contemporaine, une nouvelle pensée. Donc on est sur notre avant-dernière vidéo et notre avant-dernier grand courant de pensée. Alors Keynes, John Maynard Keynes, Lord Keynes, puisqu'il a été fait Lord par la reine, c'est un économiste qui est très important, qui a fondé un des deux grands courants de pensée actuels pour la compréhension de l'économie, qui est le keynésianisme. Alors Keynes, pour vous le situer un petit peu dans le temps, je ne me souviens plus quand il est né, mais il est mort en 1946, donc on a tout le 19e siècle où, d'un point de vue pensée économique, il ne se passe pas grand-chose et on applique les théories des économistes classiques. Et on a ensuite Keynes, et une trentaine d'années plus tard, on aura les théories de Hayek, de Friedman et des monétaristes. Donc là, on est à peu près début du XXe siècle, première moitié du XXe siècle, on va dire. Keynes, alors en termes historiques, il est important pour deux choses qu'il a faites. La première chose, c'est qu'en 1919, il écrit les conséquences économiques de la paix. Keynes, c'est un des seuls qui va être contre les lourdes réparations de guerre infligées à l'Allemagne en disant que on demande tellement économiquement à l'Allemagne que ça va empêcher le pays de se relever, ce qui est un petit peu le but pour les Français et les Anglais, hein. Mais que ça va engendrer une colère importante des Allemands et il va prédire la montée du nationalisme et la Seconde Guerre mondiale en gros. Après la Deuxième Guerre mondiale, tout à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1944, 2 ans avant sa mort, Keynes il va être le représentant du Royaume-Uni aux accords de Bretton Woods, qui vont créer ce qui deviendra le FMI et qui va établir le dollar comme monnaie internationale pour jusqu'à aujourd'hui quasiment un petit peu moins depuis la création de l'euro, mais bon. À ce moment-là, en 1944, Keynes est un économiste extrêmement reconnu puisque la majorité de ses travaux, il est fait pendant les années 30, au moment de la crise, dire que les prédictions qu'il a faites se sont réalisées. Les théories de Keynes en fait seront surtout appliquées après sa mort, durant la période de la guerre froide, entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 70, jusqu'au début des années 80, jusqu'à la présidence de Reagan et de Margaret Thatcher, jusqu'au choc pétrolier, voilà, tout ça. Donc c'est un économiste qui est très important pendant les 30 glorieuses. Alors, on peut reprendre 5 points importants de la pensée de Keynes. La première chose, c'est qu'il va s'opposer aux économistes classiques. Alors dans une économie classique, vous avez un besoin, et ce besoin va créer une offre. Genre, vous voulez un pain au chocolat, c'est pour ça qu'il y a des boulangeries, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent des pains au chocolat. Dans la pensée de Keynes, pas du tout. Enfin, ça c'est un truc assez intuitif qu'on avait vu avec les économistes classiques. Pour Keynes, en fait, c'est la demande qui est à la base et c'est l'anticipation de ce qu'on va avoir. Par exemple, vous êtes une boulangerie, vous prenez la courbe de la démographie, vous voyez qu'il y a 15% à peu près d'habitants en plus tous les ans, et vous vous dites, du coup tous les ans je vais produire 15% de pain au chocolat en plus pour correspondre à l'augmentation de ma demande. C'est la demande anticipée. Voilà. Vous vous dites ça va augmenter de temps, donc il faut que j'augmente ma production de temps. Et pour ça, vous prenez la consommation et l'investissement. Vous faites la somme de la consommation et de l'investissement qui sont vos déterminants, qui vous permettent de voir quelle va être pour vous la demande. Et donc vous d'adapter votre offre. En fait, chez Keynes, on a d'abord l'offre qui s'adapte à ce qu'elle imagine que sera la demande. Et on peut se tromper. Alors, on peut se tromper. Ça amène à la deuxième grande idée de Keynes, qui est le chômage keynésien. Alors, chez les classiques, si vous êtes au chômage, c'est de votre faute, c'est soit que vous n'acceptez pas un salaire qui est suffisamment bas, soit que vous n'avez pas des compétences qui sont adaptées au marché du travail, soit que vous avez la flemme de vous lever pour aller bosser. Chez Keynes, si vous êtes au chômage, c'est pas forcément de votre faute. Le chômage keynésien, c'est un chômage involontaire. Comment ça se fait? Alors, on a pour Keynes la production qui crée des emplois, puisqu'on a besoin du facteur travail, du facteur capital. Mais notre production, elle va être en fonction de la demande qu'on anticipe, donc de la croissance ou pas éventuelle de la production. Donc en fait, vous pouvez être au chômage sans que ce soit de votre faute, parce que ça se trouve, on a soit une anticipation qui est mauvaise, on s'est trompé, du coup on n'a pas employé assez de gens, on a employé trop de gens et ça va pas, mais ça n'a rien à voir avec les salariés. Il
ceux qui cherchent un emploi, les chômeurs, ils y sont pour rien. C'est juste qu'on a une anticipation de croissance de 1, 2, 20, 30, 1000%, ou moins 1, moins 30, moins 20, moins 1000%. Du coup, l'entreprise va s'adapter en embauchant ou en licenciant, et les gens qui sont au chômage, ils sont pour rien, quoi. Ils n'ont rien demandé à personne. Donc on a la possibilité pour Keynes d'avoir un chômage involontaire. On n'a pas forcément... pour les économistes classiques, mécaniquement, on arrive au plein emploi. S'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'entrave, si l'État fait rien, s'il n'y a pas de loi, au bout d'un moment, on arrive au plein emploi. Peut-être que tout le monde a un boulot pourri mal payé, mais tout le monde a un boulot. Pour Keynes, si on laisse l'économie faire, tout le monde ne va pas forcément avoir un boulot, parce qu'il suffit qu'on ait une mauvaise anticipation, qui ne va pas s'adapter, qui ne va pas correspondre à la réalité, au futur. Dans ce cas-là, on n'a pas le plein emploi, ou alors, comment dire, si on a... une perspective morose, l'entreprise n'embauche pas, ce qui du coup ne crée pas d'emploi. Et puis en plus on va voir après que du coup il y aura moins de consommation, du coup ça fait un cycle pas bon. Donc voilà, Keynes, on peut être au chômage sans le vouloir, il y a le chômage involontaire. Alors pour Keynes, contrairement aux économistes classiques, la monnaie n'est pas un voile. Pour Keynes, la monnaie c'est quelque chose de très important. Alors la monnaie, elle peut servir basiquement à deux choses. Soit vous allez investir votre épargne, vous allez investir votre monnaie, ça va créer de la demande. Vous investissez pour construire une usine, vous empruntez pour faire un crédit à la consommation. Bon, ben voilà, ça va faire de la demande, il y a des gens qui vont venir construire l'usine, ça va créer une perspective de croissance. Si vous faites un crédit à la consommation, ça va créer une perspective de croissance parce que vous allez plus consommer. Mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Si vous avez peur pour votre retraite, si vous êtes étudiant, que vous avez peur de ne plus avoir d'argent le mois prochain, si vous n'avez pas confiance en l'avenir, il peut y avoir plein de raisons qui peuvent vous pousser à épargner, à thésauriser, genre vous gardez vos sous sur votre compte bancaire. Du coup, la monnaie n'est pas réinjectée dans l'économie. Du coup, il n'y a pas de perspective de croissance. Du coup, comme on n'a pas de perspective de croissance, les entreprises ne vont pas investir. Du coup, elles vont offrir moins. Du coup, il y aura moins de demandes et du coup, il y aura plus de chômage et du coup, ça va pas. Et dernière chose, avec votre épargne, vous pouvez également la placer. Vous pouvez vous dire, si j'investis dans une entreprise, je vais avoir un rendement de mon investissement qui va être de, je sais pas, 2%. Un placement financier va me rapporter 5%. Voilà, vous faites le placement financier, vous investissez dans une banque, dans une assurance ou un fonds de pension ou un truc du genre. Et clairement, ça ne va pas faire augmenter une production, ça ne va pas créer des emplois, donc ça ne va pas non plus. Donc voilà, pour Keynes, la monnaie c'est quelque chose de très important parce que soit vous pouvez l'utiliser pour faire augmenter la demande, la croissance, créer des emplois, soit vous pouvez l'utiliser pour épargner ou faire des placements financiers. Et dans ce cas, on a une sorte de disparition, de perte de substances qui fait que les entreprises vont anticiper moins de perspectives de croissance et vont employer moins de gens et du coup on aura un chômage keynésien, structurel ou conjoncturel suivant le cas de figure, mais on aura un chômage involontaire. Voilà. Alors, deux dernières choses de la pensée de Keynes. Alors, Keynes, quand il écrit ses ouvrages, c'est à peu près au moment de la crise des années 30. Quand il est publié, on est en 35 ou 36, juste après le New Deal de Roosevelt, donc juste après cette politique de relance qui épouse à grosso modo les théories de Keynes. Alors, pour Keynes, le rôle de l'État est très important. Au contraire de ce que diront les monétaristes et les économistes classiques, pour Keynes, l'État a un rôle fondamental à jouer dans l'économie. Il doit guider l'économie. C'est tout le contraire. Alors, pour Keynes, il faut que l'État fasse une politique de relance quand il y a des choses qui se passent mal dans l'économie. Si on n'a pas assez de croissance, si on n'a pas de croissance, dans ce cas-là, c'est à l'État de faire une politique de relance keynésienne. Une politique de relance, qui s'appelle Keynes, du coup forcément c'est keynésien. Alors, il y a plusieurs solutions. Si vous êtes un État et que vous voulez faire une politique de relance, vous pouvez entreprendre une politique de grands travaux. Vous vous mettez à construire plein de trucs partout, des barrages, des autoroutes, des lignes de chemin de fer, des aéroports, des gares, vous construisez des trucs, vous vous en foutez de quoi, mais vous construisez des trucs. Et vous n'augmentez pas les impôts. Du coup, l'État est en déficit. Mais on verra, c'est pas grave parce que ça se compense après. Mais vous dépensez sans compter, de manière à créer des emplois, ce qui va permettre d'avoir des anticipations positives de l'avenir, donc des embauches. Les gens qui sont embauchés, ils vont se mettre à dépenser plus, ça va faire de la croissance. Comme globalement il y aura de la croissance, le PIB va augmenter, les impôts vont mécaniquement augmenter avec la croissance et l'État pourra faire revenir ce qui est sorti de ses poches dans ses poches. Et même on a le multiplicateur keynésien qui dit qu'en réalité,
il suffit que l'État investisse une certaine somme et ces effets vont être multipliés dans l'économie. Vous investissez 1000 milliards, en fait, il y a l'équivalent de beaucoup plus qui va se retrouver dans l'économie, puisque vous allez avoir une augmentation de la production, une augmentation des emplois, une augmentation des revenus, et que la somme totale de tout ce que vous avez créé va de loin dépasser les 1000 milliards, et vous permettre en tant qu'État de récupérer ces 1000 milliards dans votre poche pour lutter contre le déficit. Voilà, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, comme la monnaie c'est très important pour Keynes, Keynes considère que l'État doit utiliser son pouvoir sur la banque centrale pour demander des taux d'intérêt qui soient très faibles, de manière à avoir une création de monnaie qui va être très importante, enfin pas trop parce que sinon ça fait de l'inflation, mais une création de monnaie qui va être importante, et inciter les entreprises à investir. Si vous voyez que vous avez un taux d'intérêt qui est faible, vous avez plus tendance à aller emprunter de l'argent à la banque pour faire un crédit à la consommation ou pour demander à créer votre entreprise et construire votre usine. Ce qui vous permettra, soit par bonne anticipation, de créer des emplois et des salaires et des gens qui vont consommer, ou si vous êtes un consommateur conscient dans l'avenir, d'acheter des trucs, ce qui va permettre d'offrir des emplois à des gens qui travaillent dans des usines. Voilà. Donc, hein, et pareil, on a aussi le concept du multiplicateur keynésien, où jouer un tout petit peu sur le taux d'intérêt de la banque centrale, ça va permettre d'augmenter un nombre considérable de richesses. Donc une opération qui va être bénéfique pour l'État, puisque pareil, hein, plus on a de croissance, plus il y a des entreprises qui vont payer des impôts, plus il y a des gens qui vont payer des impôts, et plus l'État il va s'enrichir. Donc tout le monde est content, c'est beau, c'est merveilleux, tout va bien. Hein, pour Keynes, c'est à l'État d'avoir ce rôle de capitaine, de guider l'économie. Et pour Keynes, l'économie ne s'auto-régule pas. Quand on est en crise, voilà, on est en crise, la crise ne va pas se résoudre toute seule. C'est pas le secteur privé, c'est pas les entreprises qui ont la capacité de résoudre cette crise. C'est uniquement l'État en jouant sur la monnaie ou en pouvant investir à perte. De toute façon, vu que c'est un État, il ne fera pas vraiment faillite, hein, il sera toujours plus ou moins là. Donc voilà, c'est à vous en tant que pouvoir public de faire tout ça. Donc ces idées de Keynes, elles ont été appliquées pendant la crise après le jeudi noir dans les années 30 et seront surtout appliquées pour la reconstruction de l'Europe juste après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au choc pétrolier dans les années 70 où on aura une grosse remise en question avec l'apparition du courant monétariste. Voilà. Alors j'espère que la pensée de Keynes vous apparaît beaucoup plus claire, que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à tout de suite pour la suite.